Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce 6e épisode, on va faire un focus sur l'influence des élections, sur la propagation de fake news, notamment en Afrique de l'Ouest. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à un seul mais grand expert. Chers auditeurs, je vous présente Azil Momarlo. Bonsoir Azil. Bonsoir Cynthia, merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Super, merci beaucoup à toi d'être là. Alors, tu es basé au Sénégal et tu es journaliste fact-checker à Africa Check et investigateur radio. Tu es également fixeur, traducteur et interprète. Donc, merci beaucoup à toi d'être là. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'en fin d'épisode, vous retrouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Mais avant ça, j'ai quelques questions à poser à notre cher invité. Alors tout d'abord, Azil, quelles sont les caractéristiques des fausses informations qui circulent lors des élections en Afrique de l'Ouest, notamment en termes de thème et de format? Bon, je pense qu'en termes de thème et de format, ça va beaucoup dépendre des contextes ou alors des régions. Je le dis parce que on aime souvent dire, pour avoir couvert beaucoup d'élections en tant que fact-checker, que chaque élection a sa particularité. Que ce soit au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire, vous verrez que chaque élection va revêtir un caractère assez particulier et un peu différent des élections passées. Si je prends l'exemple du contexte ivoirien, qui n'est pas très loin, c'est sûr, je peux le garantir, sans risque de me tromper, que lors des prochaines séances électorales, vous allez entendre parler du sujet des Woubi, par exemple, les homosexuels. Vous voyez, c'est un Oui, sujet, c'est vrai, c'est vrai. ça alimente toutes les discussions. Même d'ici au Sénégal, on reçoit beaucoup de contenu lié au Woubi. Vous voyez, tout le temps, on ne parle que de ça. 3 signes qui montrent que tu as oublié, surtout le dernier, parce qu'il y a des oublis inconscients. Mais après cette vidéo, vous saurez pas si vous êtes oublié ou pas. Premier signe, garçon qui fait amitié avec les filles. C'est oublié. Je suis pas là pour discuter avec toi. Dieu a pris la côte de l'homme pour créer la femme, c'est pas pour faire amitié. C'est pour... Ouais, tu vois. Deuxième signe, garçon qui ne connaît pas le code du dorsal Africa de chez lui. Non, tu es oublié. Tu as à revoir, toi. Troisième signe, le plus important et le dernier, garçon qui supporte Real. C'est Oubi. Donc souvent, ça aide le fact-checker dans son anticipation, ce qu'on appelle le pre-banking. Donc cela consiste à anticiper sur la propagation d'une fake news avant que cette fake news-là ne se répande un peu partout sur Internet. Donc le fait de connaître ces sujets-là, les sujets qui alimentent l'actualité, ça peut varier d'un pays à un autre. Si je prends le contexte camerounais, pour avoir visité le Cameroun et échangé avec des journalistes et membres de la société civile, je peux dire que, par exemple, un sujet comme la crise anglophone engendre beaucoup de débats et de contenus sur les réseaux sociaux qui sont partagés. Donc forcément, si on arrive aux élections présidentielles de l'année prochaine, forcément, c'est un sujet qui peut se retrouver au cœur de l'actualité électorale. Peut-être au Mali, que je connais moins bien, ça peut être des défis comme la sécurité ou autre chose. En tout cas, un sujet qui quotidiennement ou en permanence alimente l'actualité. Au Sénégal, si on se fonde sur notre expérience de l'élection présidentielle d'avril 2024, qu'on a couvert à Africa Check en collaboration avec d'autres médias, mais également d'autres membres de la société civile à travers une association, une alliance, si vous voulez, qu'on appelle Saïtoussen. Donc, c'était une coalition qu'on avait mise en place pour débunker les élections. On a fait la remarque qu'il y a des sujets qui revenaient tout le temps, comme la migration. Pour ceux qui ne savent pas, le Sénégal a un vrai problème de migration irrégulière. Comme vous avez dû voir ça dans l'actualité quotidienne, régulièrement, les jeunes empruntent la mer, mais également les routes du Sahel, du Sahara, pour rallier des pays maghrébins et pour éventuellement rallier des pays européens. Il y avait également des sujets comme le chômage, la pêche. C'était vraiment des sujets qui reviennent constamment au Sénégal. Donc, si vous voulez de façon résumée, ça va dépendre des contextes.
pour découvrir quels sont les sujets qui vont alimenter les périodes électorales, mais également des sujets les plus saillants et les attentes des populations. En tout cas, merci beaucoup Asile pour ces très bons exemples. Et là, tu viens de nous apprendre un terme qu'on n'a jamais utilisé ici dans le podcast Facto, qui est pre-banking. Mm. Et donc, c'est un terme anglais. Et c'est assez intéressant justement parce que une grosse partie du travail des fact-checkers, c'est justement d'être prêt à recevoir ces fausses informations en fonction de l'actualité. Il y a aussi des choses qu'ils peuvent pas forcément prévoir, mais si c'est possible de prévoir, notamment lorsqu'il y a des élections, ce qui est un gros sujet de recherche pour les fact-checkers, bah, il y a le pre-bunking, comme tu l'as si bien dit. Effectivement, hein, et juste pour compléter sur ce point-là, Oui. ce qui peut aider comme astuce de pre-banking, nous, ce qu'on avait fait, on avait identifié, par exemple, le sujet des sondages au Sénégal. On sait qu'en période électorale, d'habitude, il y a beaucoup de faux sondages qui circulent un peu partout sur le net. On a vu un nombre record de faux sondages qui ont été publiés sur le net, des faux sondages que les gens ont inventés ou créés via Photoshop en donnant des chiffres à côté. Donc, c'est des sondages qui n'ont jamais existé. Et à cet effet, on avait préparé une fiche d'info qui explique qu'il y a une loi au Sénégal qui interdit de diffuser des sondages en pleine période électorale ou même le jour du vote. Donc ça, si vous le préparez et diffusez cela à quelques jours de l'élection, les gens seront alertes de ce fait. S'ils lisent votre fiche, le jour de l'élection, s'ils voient des sondages, ils sauront carrément que c'est des sondages qui sont faux, quoi. Ça peut être également, comme au Sénégal, c'était un contexte tendu pour la liberté de la presse. Il y avait des journalistes qui étaient mis aux arrêts. On avait également fait des trucs dans ce sens pour expliquer le contexte qui était un peu incendiaire par rapport à la liberté journalistique. Et comme je le dis ici, c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, en fonction des sujets d'actualité ou des sujets qui sont susceptibles de cristalliser les attentions. Le journaliste, le fact-checker peut veiller à préparer une fiche bien détaillée et informative pour la publier bien avant, quelques jours avant les élections ou même la semaine de l'élection, pour mettre en garde le grand public sur les risques de désinformation sur ces sujets donnés. Donc voilà ce que je voulais dire. Justement, tu parlais des sondages et c'est comme si tu avais déjà répondu à ma deuxième question, qui est justement comment les fake news influencent les comportements des électeurs en Afrique de l'Ouest et quelles conséquences peuvent-elles avoir sur leur perception des candidats et des partis politiques. Oui, donc j'empiétais sur ce que tu voulais dire en mentionnant les sondages, mais de façon globale, on sait que les informations qu'on reçoit influencent nos choix de façon générale. Je donne un exemple terre à terre. Si je dois choisir l'école de mon fils, je vais me renseigner sur les qualités de l'école, les prix, tout ça là. Donc ça va forcément orienter et définir mon choix. De la même manière, si je veux aller à quelque part, hein, au Mali, à Dubaï, je vais me renseigner sur les hôtels, avoir les infos, les prix. Donc, sur la base des infos que je vais avoir, je vais prendre une décision. De la même manière, en période électorale, les électeurs vont choisir leur candidat pour qui voter. Pas tous, mais pour la plupart. Je dis pas tous parce qu'on a différents types de votes. Il y a des gens qui vont voter par affinité, d'autres vont voter parce qu'on est du même groupe ethnique, d'autres parce qu'on parle la même langue. Il y a de différents types de votes, mais je pense que de manière générale, la plupart des gens votent sur la base des infos qu'ils ont sur les gens pour qui ils veulent voter. De ce fait, si je reçois des infos qui sont erronées sur un candidat, si c'est des infos qui discréditent ce candidat-là, je ne vais forcément pas voter pour ce candidat-là. Et à contrario, si je vois des infos qui me plaisent, qui viennent conforter mes croyances, mes préjugés, ou alors des infos qui sont vraies, qui montrent tel candidat, en tout cas, correspond à mes attentes, je n'hésiterai pas pour aller voter pour ce candidat-là. Donc là, ce que je veux dire, c'est que les infos qu'on reçoit façonnent nos choix électoraux. De la même manière, pour quelqu'un qui va au marché acheter des légumes, on ne va pas acheter des légumes pourris. Si on va à la pharmacie pour acheter des médicaments, on va demander au médecin de nous donner une posologie, de nous donner en tout cas des médicaments qui pourraient m'apporter satisfaction, qui pourraient me soulager pour, par exemple, calmer ma douleur. Et c'est parce que je fais confiance à ce médecin-là que je vais prendre le médicament. De la même manière, les votants font confiance, en tout cas aux médias en qui ils croient. C'est vrai qu'on est dans une ère de défiance sans précédent envers les médias. N'empêche, les gens vont suivre les médias qui les arrangent. Il y a même des études qui font le point sur ça. Peut-être je vais y revenir après parce que je pense qu'il y a une autre question qui va dans ce sens.
Mais de manière résumée, ce que je veux dire, c'est que les choix que les gens reçoivent vont les aider à faire leurs choix électoraux sur différents candidats. Oui, bien sûr. Je pense que les gens, ils veulent justement s'identifier à ce qu'ils vont lire et vont toujours chercher quelque chose qui leur est familier. Parce que Exactement. c'est un gros défi aussi pour les lecteurs d'être confrontés à des faits qui ne correspondent pas à leurs croyances. Et justement, pour toi, quels sont les facteurs comme les tensions ethniques ou les divisions politiques qui contribuent à la montée des fake news pendant les élections en Afrique de l'Ouest? Oui, déjà, je pense qu'il y a un terme souvent usité par des chercheurs, c'est l'hyperpartisanerie. On vit dans une ère où il y a une polarisation extraordinaire de l'espace politique. Si tu n'es pas avec nous, tu es l'ennemi, tu es totalement contre nous, quoi. Donc ça fait que le fait que les gens soient politiquement divisés, ça n'arrange pas du tout les choses. On voit tous les jours un camp qui va fomenter littéralement des fausses infos à l'encontre d'un autre candidat, juste pour le discréditer. J'ai regardé la télé hier, il paraît que Elon Musk aurait financé une campagne pour mettre en place un faux site dédié à Kamala Harris pour nuire au candidat. Donc c'est un faux site qui fait semblant d'appartenir à Kamala Harris, sauf que les infos que le site-là contient sont totalement erronées et visent à discréditer le candidat. Donc pour les politiques, les candidats, c'est de bonne guerre. Donc ce que je disais, le fait que les gens soient politiquement divisés, n'arrange pas du tout le problème de la désinformation en période électorale. Donc ça, c'est une conséquence de l'hyperpartisanerie et de la polarisation de l'espace politique. Secondo, je peux mentionner le fait qu'il y ait une opacité informationnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez, quand il n'y a pas assez d'informations, des informations claires, les autorités ne communiquent pas du tout. S'il y a un problème, par exemple, de bureau de vote, de fichier électoral qui n'est pas clair, de polémique dans ce sens, si les autorités ne communiquent pas avec les gens, vous allez entendre toutes sortes de théories. Les gens vont se faire des idées. Et c'est naturel chez les gens parce qu'il y a des études qui montrent qu'en période d'anxiété, les gens sont plus susceptibles de croire à des idées qui vont les conforter dans leurs croyances. Je donne juste l'exemple, quand il y a un crash d'avion, par exemple, s'il n'y a pas d'infos sur les réelles causes de l'accident ou alors un bilan, vous allez entendre dans les 24 heures des histoires différentes qui vont essayer d'expliquer les causes. Certains vont évoquer la boîte noire de l'avion, d'autres vont même te sortir que le pilote, peut-être, il était ivre. Donc ça, c'est quelque chose d'humain. En l'absence d'informations, forcément, on va chercher des réponses à nos questions. Et également, je parlais du manque d'infos, mais également, quand il y a manque de transparence, c'est pas forcément parce qu'on communique qu'il y a transparence. On peut communiquer de façon pas du tout transparente et les gens s'attendent à avoir certains détails. Si c'est un budget, comment est-ce que l'État a dépensé ce budget-là? Comment est-ce que cette institution qu'on vient de créer fonctionne? Qui sont les gens qui la dirigent? Les gens attendent toujours des réponses comme ça, surtout à travers un réseau social très exigeant comme Twitter. Donc là, forcément, c'est des choses auxquelles les gens vont s'attendre. Donc la transparence aussi, ça aide beaucoup. Et justement, en quoi est-ce que les fake news, elles peuvent déstabiliser une démocratie ou créer des tensions sociales pendant les élections en Afrique de l'Ouest? Je pense que de base, la démocratie doit être la décision de la majorité, mais une majorité intègre. Quand je dis majorité intègre, ce n'est pas forcément parce que tout le monde l'a dit que c'est vrai. Tout le monde peut prendre une mauvaise décision, par exemple. La majorité peut prendre une décision qui va léser, avoir des conséquences catastrophiques. Pour cette raison-là, je pense que les gens ont besoin d'avoir des informations crédibles qui vont fonder leurs choix, que ce soit des choix électoraux, des choix sanitaires, parce que des fois, il y a des doutes sur tel médicament, dois-je le prendre ou pas. Quand il y a une politique sanitaire définie par l'État, par exemple, sur les avortements, voilà, je dis n'importe quoi, hein, la césarienne. Donc là, on a besoin d'infos publiques crédibles qui vont forcer la majorité à adopter un choix responsable. Pour cette raison-là, je pense que la majorité, la plupart des gens ont besoin d'avoir des infos crédibles pour pouvoir fonder leur choix. Ce qui va renforcer la démocratie quand la majorité des gens font un choix responsable. Si on donne des infos erronées ou potentiellement dangereuses à la majorité des gens vont faire des choix qui ne sont pas bons. Je donne juste l'exemple d'un article d'Africa Tchèque qui doit dater de quelques années.
on avait eu à vérifier un faux chiffre donné par l'OMS à propos du pourcentage de jeunes mamans en Afrique. L'OMS avait publié une étude comparative du pourcentage de jeunes mamans par continent, mais on voyait que le pourcentage de l'Afrique était anormalement élevé par rapport aux autres continents. En Afrique, on avait dit près de 50%, alors que chez les autres continents, c'est 10-12%. Un expert nous avait signalé cette anomalie-là et on a rectifié le chiffre, ce qui avait poussé l'OMS à corriger son chiffre. Donc maintenant, ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que imaginez si nous n'avions pas vérifié ce faux chiffre. On sait que l'OMS conseille nos États en politique sanitaire, en matière de politique de la santé publique. Et que ce faux chiffre-là, si on ne l'avait pas vérifié, nos États l'auraient utilisé et élaboré des politiques sur la base d'un chiffre qui ne reflète pas la réalité, ce qui poserait encore un plus grand problème de santé publique, ce qui nuirait forcément à la démocratie. Donc, de façon résumée, on a besoin d'une majorité qui a des infos crédibles pour prendre des décisions savantes et fondées. Franchement, c'est incroyable parce que le problème parfois, c'est qu'on tend à vérifier des informations de sources auxquelles on s'attend qu'elles propagent de fausses informations. Donc ça peut être soit certains partis politiques ou certaines sources. Mais par contre, pour l'OMS, c'est vrai que c'est surprenant. Et ces chiffres-là ne viennent pas de nulle part. C'est peut-être alimenté par des stéréotypes, par des choses qui sont familières à certaines personnes. Et donc, il a fallu que Africa Check, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, fasse une vérification pour prouver que même l'OMS pouvait se tromper. Et donc, ça, c'est un bel exemple de stratégie de médias africains Mm. euh, qui ont justement limité la propagation de fausses informations d'une source énorme pour l'Afrique, parce que l'OMS, elle est présente dans le monde entier, mais elle a une grande empreinte en Afrique et en Afrique de l'Ouest notamment. Mais j'aime bien comment tu l'as formulé. En fait, ce n'est pas parce que cela émane d'une source crédible ou censée être crédible que c'est vrai. On avait même rédigé un blog, on appelle blog article explicatif à Africa Check, pour dire que vérité officielle ne veut pas forcément dire vérité crédible. Je ne sais pas si tu avais un peu suivi au Sénégal, entre mars 2021 et début 2024, c'était une période de tension politique, mais aussi sociale. Il y avait beaucoup de tensions, Oui, beaucoup d'affrontements, beaucoup de décès chez les jeunes à l'issue d'affrontements entre manifestants et policiers. Et il y avait eu un cas où on avait pris, je pense, en image, je pense que c'était un gars en civil qui était avec les policiers dans un pick-up et qui avait un Kalachnikov et qui avait l'air de tirer des rafales vers la foule. Maintenant, quand je pense que c'était France 24 et un collègue qu'on appelle Moussangom avait fait un travail pour montrer qu'il y a des civils, des hommes non identifiés qui travaillent avec la police. Et, là, ça avait fait un bug chez beaucoup. Et quelque part après, la police avait tenté de faire un démenti pour dire que non, cette personne-là n'est pas avec la police en faisant un recoupement d'images, voilà, pour montrer que le gars était seul. Sauf que après le démenti de la police, beaucoup ont pu retrouver des vidéos où le gars était en effet sur un pick-up avec les policiers. Donc c'est quelqu'un qui travaille réellement avec la police. Ce que je veux dire par là, c'est que la police, on sait que c'est une source qui est censée être crédible et n'est pas là pour nous tromper, tout comme l'OMS, la Banque mondiale et les grandes organisations. Sauf que sur ce coup-là, la police a essayé de manipuler l'opinion publique pour des objectifs en tout cas précis. Donc cela vise à dire que ce n'est pas parce que c'est une source officielle, que ce soit le président ou le ministre ou même l'OMS qui le dit que c'est vrai, mais si même que, tant bien même que ça peut être une source telle que la Banque mondiale, le FMI, si ça pousse à douter, on peut se poser, faire une pause et réfléchir. Et s'il le faut, posons des questions. Et il suffit pas d'avoir des soupçons et des doutes, mais si on a des doutes, peut-être que ce doute-là est fondé. Essayons de poser des questions. Ça ne nous coûte rien d'adresser un courriel au FMI ou à un journaliste qui a des entrées là-bas pour éventuellement pouvoir savoir si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. En tout cas, si ça vous fait douter, peut-être c'est pour une bonne raison. Et il y a même une règle d'or chez les fact-checkers qui dit que quand ça a l'air d'être trop vrai, trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas.
Voilà. Waouh, j'ai bien aimé cette citation. Ouais, ouais, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. C'est vrai qu'on a du mal encore à remettre en question certaines, figures d'autorité, Mm, mais c'est tout le travail justement, des fact-checkers, c'est de poser plein de questions. Enfin, ça peut être peut-être la même question, mais à des sources différentes justement, mm, pour ne pas risquer d'avoir, une information erronée. mhm, Parce qu'il faut comprendre que chaque partie, chaque personne, chaque individu a des objectifs différents et donc même lorsqu'on a une démarche sincère, justement pour, montrer la vérité et bah, c'est pas forcément toujours le cas. oui. Donc en réunissant le plus de sources possibles, c'est là où on peut, essayer de trouver au moins une partie de la vérité. Effectivement. Et pour toi, Asile, comment est-ce que tu penses que les citoyens ouest-africains peuvent eux-mêmes se protéger des fake news et sensibiliser leur entourage pendant les périodes électorales? Bah, moi, je pense que la solution, en tout cas l'une des solutions, serait de mettre en avant son sens critique, son esprit critique, de regarder l'info de manière critique. C'est vrai que, de facto, les partisans sont moins enclins à regarder l'info émanant de leur leader politique de manière critique. Par exemple, je donne le contexte de l'exemple sénégalais. Il y a un nouveau régime, un nouveau président et un nouveau premier ministre qui sont extrêmement populaires. Pour cette raison-là, beaucoup ont du mal à remettre en question les choses qu'ils disent, même si ces choses peuvent ne pas toujours être vraies. Ce qui s'explique quelque part parce qu'il y a une étude de la Boston MIT Massachusetts qui dit que voilà, d'abord les fake news voyagent 6 fois plus vite, mais aussi que les gens, comme l'a expliqué une chercheuse qui s'appelle Claire Wardle, qui explique que les gens s'identifient. Je pense que tu l'as même mentionné tout à l'heure, Cynthia. S'identifient aux infos qui les réconfortent dans leurs croyances. Oui, bien sûr. Voilà, de façon simple, ça veut dire cette info me plaît, elle est vraie. Elle ne me plaît pas, elle est fausse. Donc ça, c'est une ère qu'on est en train de vivre. Raison pour laquelle il est plus que jamais important de regarder l'info avec un sens critique. Ce n'est pas parce que le président l'a dit que c'est vrai, ou mon leader l'a dit que c'est vrai. Ce qui peut aider les citoyens, c'est justement ça, c'est cet esprit critique qu'il faut mettre en avant. Et au-delà de cela, on peut essayer de mener une petite sensibilisation. On sait tous qu'en Afrique, en tout cas dans le contexte sénégalais que je connais le mieux, il y a toujours des groupes WhatsApp de famille. Il y a toujours un oncle ou une tante qui tous les jours va partager beaucoup de contenu, des infos, des vidéos sur des remèdes, des faux remèdes. C'est un phénomène qui a pris une vitesse supérieure durant la COVID. On voyait tous les jours des tantes, des oncles qui partagent de faux remèdes, qui ont pourtant de bonnes intentions pour protéger leurs proches, pour pas qu'ils ne tombent malades du Covid. Sauf que ces gens n'avaient pas le sens critique qu'ils devaient mettre en avant pour douter de ces infos-là. Donc je pense qu'il est important de douter de tout, mettre en avant ce sens critique-là. Et s'il le faut, si on le peut, sensibiliser son entourage. Moi qui suis fact-checker, très régulièrement, ma maman m'envoie des vidéos de faux remèdes pour prévenir le Pareil. vous voyez l'ironie, hein? Je passe mon temps à lui dire, maman, écoute, c'est pour ces raisons-là que ça ne peut pas te soigner. C'est dangereux. La désinformation sanitaire, ça tue, c'est très dangereux. C'est des plantes à propos desquelles on n'a indiqué aucune posologie. On ne sait même pas si ce mélange est toxique. Donc, c'est des choses comme ça. Je pense que la sensibilisation, ça peut beaucoup, beaucoup aider les gens. Et par-dessus tout, tout le monde, je pense, doit avoir ce sens critique avant de croire une info, se poser la question, est-ce que l'info est vraie? D'où est-ce qu'elle émane? Je pense que c'est des pratiques basiques que tout le monde peut mettre en pratique. Oui, c'est sûr et aussi je pense que ce qui est important avec cette démarche de sensibilisation, c'est notre approche. Pas avoir une approche, on va dire, patronisante en mode: «Ah oui, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire du n'importe quoi, vous faites de la mésinformation», mais être plus dans une démarche de essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle a partagé ça déjà. Donc comme tu l'as si bien dit, la plupart du temps, ces membres de notre famille, ils le font parce qu'ils veulent nous protéger justement et ils veulent éviter qu'on tombe malade, qu'on se heurte ou autre et au final, ils font un peu le contraire, mais en tant que fact-checker, c'est à nous aussi d'avoir une démarche, de sensibilisation, mais aussi de le faire de façon correcte et pas, comme si on avait l'ultime vérité. Parce que nous aussi, on peut se tromper. Mais tout à fait. Et je pense que c'est ce qui donne même son sens à l'éducation aux médias et à l'éducation numérique.
J'avais même suivi un programme radiophonique qui expliquait comment sensibiliser une personne qui a l'habitude de partager des fausses infos dans un groupe WhatsApp, par exemple. On voit beaucoup, le premier réflexe quand ils voient quelqu'un qui a l'habitude de partager des fake news, c'est de démentir la personne en public, en anglais comme on dit, to call them out. Et de cette manière-là, la personne va se sentir frustrée et même se renforcer dans ses croyances par orgueil ou par fierté, des choses comme ça. Donc, c'est important, la pédagogie est extrêmement importante parce que pour un rien, on peut avoir l'effet contraire de notre objectif. Donc, c'est toujours bien si, par exemple, c'est dans les réseaux sociaux, d'essayer d'aller en message privé avec la personne, lui faire comprendre pourquoi cette fausse info-là, d'ailleurs, d'abord, elle est fausse, et par la suite, lui faire comprendre quels sont les dangers qui peuvent émaner de ce partage d'une fausse info. Vraiment avoir une approche avec beaucoup de tact, très pédagogique pour ne pas, comme tu dis, mettre les pieds dans le plat et avoir l'effet contraire de ce qu'on visait. Exactement et surtout pour que la personne, elle comprenne, qu'on veut aussi son bien et Mm. justement avoir cette approche pédagogique-là. Tout C'est à fait, vrai tout à fait. et Asile, pour toi, est-ce qu'il y a des exemples justement récents en Afrique de l'Ouest où les fake news ont influencé l'issue d'une élection ou renforcé les divisions sociales? Alors, pour les fake news, pour savoir s'ils ont renforcé des élections récemment, je ne trouve pas d'exemple immédiat. Cependant, je trouve des exemples où les fake news, en tout cas les infos de manière générale, ont carrément renforcé les divisions sociales. Je prends l'exemple du Sénégal, où je suis actuellement. On est en période électorale où se déroulent les législatives. Récemment, il y a eu une série d'affrontements entre militants de différents partis. Pour ne pas les nommer, c'est le parti au pouvoir PASTEF et une autre coalition qui s'appelle Sam Sakadou. De façon littérale, ça signifie respecter sa parole. Donc, on a vu des affrontements entre ces deux camps-là. Et même par la suite, il y a eu le siège parlementaire, en tout cas le siège, le headquarters du parti Sam Sakadou qui a été brûlé par des gens qu'on n'a pas encore identifiés. Beaucoup, en tout cas, disent, même si les infos ne sont pas vérifiées, que cela pourrait être le camp adverse, parce que ces deux camps-là s'opposent. C'était peut-être trop demandé à certains acteurs que d'avoir des rapports de paix, que d'avoir des attitudes de paix et qu'on ne connaisse pas cette situation de désastre à laquelle nous sommes confrontés ce matin. Donc là, il est clair que ces deux camps qui sont carrés, qui s'opposent, qui se battent, qui se sont battus plusieurs fois. Donc clairement, ça peut aller loin. Il y a également le contexte du Mozambique où se sont déroulées récemment des élections. On a vu que Daniel Chapo a remporté les élections malgré des irrégularités qui ont été signalées par les observateurs de ces élections. Et il y a eu un opposant, Venancio, qu'on appelle VM7, qui a, lui, de son côté, appelé ses partisans à s'organiser et à paralyser tout le pays. Et conséquemment, 2 de ses proches ont été assassinés. Et d'autres conséquences, c'est qu'actuellement dans le pays, en tout cas aux dernières nouvelles, il n'y avait pas Internet. Donc c'était carrément le chaos, clash entre manifestants et policiers et également d'autres camps. Donc là, on a clairement vu que les élections sont en train d'alimenter des divisions dans ce pays-là, non seulement là-bas, mais aussi au Sénégal. Et je pense que ça, c'est vraiment monnaie courante dans beaucoup de pays en période électorale. Souvent, malheureusement, c'est une période où sévit la violence à cause de l'hyperpartisanerie. En tout cas, les exemples, ils sont là et on voit bien que, ça renforce encore plus les divisions sociales et enfin, je sais pas si parmi des exemples, tu aurais un exemple justement de division, ethnique? Là, immédiatement, je n'en ai pas sous la main. Mais il est Oui. possible qu'il en existe, surtout dans les pays, par exemple, où il y a une forte diversité ethnique. Au Sénégal, ça peut être une exception parce que si je compare à des pays que j'ai visités comme la RDC ou le Cameroun, non, mais c'est des pays où tu vois plus de 200 groupes ethniques. Au Sénégal, c'est moins diversifié. Mais je pense que Sagaïdou a quelque chose à dire dans ce sens. Ouais, Sagaïdou, tu peux du coup répondre à cette question-là par rapport aux divisions ethniques, lors des élections? Oui, merci. Effectivement, ça arrive souvent. Par exemple, au Mali, en
2018, lors de la présidentielle, on a assisté à un cas. À l'époque, il y avait l'ex-opposant Soumaïla Cissé qui était décédé après sa libération des mains de ses geôliers. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait croire, je crois, il y a même des journaux qui avaient écrit là-dessus, c'est que Soumaïla Cissé aurait des connexions avec les groupes djihadistes, notamment du JINIM, les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, l'acronyme en français. Et du coup, ça a tiré des tensions. Et il y a même un avocat malien d'ethnie Pell, j'ai oublié son nom maintenant, qui était même cité comme intermédiaire dans ces supposées affaires. Mais bon, ce qui m'a le plus étonné dans cette histoire, c'était que la presse s'est en était mêlée, quoi. La presse a contribué, une certaine presse en quelque sorte, a contribué à renforcer cette polémique. Et du coup, il y a eu des tensions chez certains Maliens qui se sentent vraiment visés. Et un autre exemple là, bon, je dirais pas que c'est peut-être Azil va revenir là-dessus, c'est surtout l'influence étrangère lors des élections ces dernières années. On commence à constater, à observer que très souvent lors des élections, il y a de campagnes en quelque sorte de désinformation qui s'installent aussi dans l'atmosphère et du coup, souvent ça pouvait créer des problèmes. Le dernier exemple, c'était lors de la présidentielle au Nigeria. Aziz, je crois que c'était en 2023, non? Oui, c'était l'an dernier. Voilà, il y a récemment, je lis une investigation qui a été publiée. Bon, vous m'excusez de ne pas citer nommément le média. Et ils ont fait une investigation, ça leur a pris des mois. Et il y avait en quelque sorte un réseau russe qui essayait de s'immiscer dans ces élections. Et il y avait un magazine qui était, bon, un faux magazine qui était très célèbre et dont les gens ne connaissaient pas ceux qui sont derrière, quoi, qui l'animent. Et finalement, l'investigation a porté sur ça. Le gens qui se cachent derrière ce célèbre magazine qui était très suivi surtout lors des élections et qui a même publié des infox. Et du coup, il s'est avéré que ce sont une initiative qui rentre dans les campagnes, entre guillemets, des désinfox russes, quoi. Et je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose à ça, Azine, par rapport à cette question-là. Oui, c'était juste pour dire que je peux confirmer ce qu'il dit, hein, parce que même au Sénégal, juste peu avant la publication des résultats de la présidentielle d'avril 2024, il y a eu un célèbre influenceur américain qui s'appelle Jackson Hinkle, qui avait comme une sorte de mouvement coordonné pour partager une série de fake news sur les relations entre le Sénégal et la Russie. On avait dit que désormais le Sénégal va favoriser ses relations avec la Russie au détriment de la France, des choses comme ça, et aussi des fake news concernant le franc CFA. C'était comme une opération coordonnée. Il n'y a pas eu d'investigation sur ce mouvement coordonné, mais quand même, on a remarqué une série de tweets qui ont tous été faits le même jour par de gros comptes, surtout des comptes certifiés. On s'est dit qu'il y a anguille sous roche quelque part. C'est comme ça qu'on a essayé de tirer la sonnette d'alarme pour savoir qu'il y a une certaine ingérence, peut-être une certaine influence de l'extérieur qui est en train d'être perpétrée pour avoir peut-être en tout cas à des fins diverses. Mais c'était juste pour confirmer ce qu'a dit Sagaïdou. En période électorale, il faudrait surtout s'attendre à avoir une certaine influence, une tentative en tout cas d'influence de l'extérieur. Souvent, ça peut venir du monde russe, mais également du monde occidental, ou bien même asiatique. Ça dépend en tout cas. En tout cas, c'est un très bon point que tu viens de mentionner là, parce que le fait qu'un compte soit certifié, justement, c'est censé être fait pour rassurer les personnes que ce que le compte dit est vérifié ou vrai. Mais c'est pas forcément le cas. Et du coup, pour toi, Azil, quel rôle les plateformes numériques
tels que WhatsApp, Facebook ou X. Donc ces 2 dernières plateformes, comme Instagram aussi, utilisent, le petit icône certifié. Comment est-ce que ces réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans la régulation des fake news pendant les élections en Afrique de l'Ouest? Déjà, je pense que ces réseaux-là peuvent beaucoup mieux faire pour contribuer à la lutte contre la désinformation. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des actions qui sont menées sur Facebook, par exemple, avant d'en venir aux autres réseaux. Sur Facebook, on voit clairement, avec en tout cas les médias de fact-checking qui sont signataires des codes de principe de l'IFCN. L'IFCN, c'est l'International Fact-Checking Network, un réseau international pour le fact-checking. Donc, c'est un réseau qui distribue ce que j'appelle des agréments, des reconnaissances à des médias de fact-checking pour certifier que ces médias sont transparents côté financement, côté nombre d'articles qu'ils ont publiés et qu'ils ont un personnel bien réel qui est là, quoi. Donc, ils n'ont pas un personnel fictif. Donc, l'IFCN, vraiment, c'est comme des chiens de garde du fact-checking. C'est des gens qui sont là pour s'assurer que les médias de fact-checking sont intègres. Maintenant, quand tu es signataire de l'IFCN, tu peux prétendre à un partenariat avec Facebook, Meta, quoi, pour pouvoir vérifier les fausses infos sur Facebook. Africa Check, par exemple, a un partenariat avec Facebook. Je pense l'AFP, AFP Factuel, Dubawa et beaucoup d'autres organisations. Je ne sais pas pour Ben Beret, mais c'est des organisations qui ont un partenariat avec Facebook pour assainir les réseaux sociaux, pour lutter contre les fausses infos. En faisant quoi? En vérifiant des posts Facebook qui sont publiés sur Facebook. Si c'est un faux post, par exemple, ce que Facebook va faire, c'est qu'après publication de l'article, par exemple d'Africa Check, Facebook va annoncer une bannière pour avertir ceux qui vont voir l'article, pour leur dire attention, ça c'est une fausse info qui a déjà été vérifiée par tel organe. Si l'utilisateur persiste maintenant à voir la publication, Facebook va lui montrer. Mais l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier les déclarations politiques sur Facebook. Par exemple, en tant qu'organisation de fact-checking, nous ne sommes pas habilités à le faire parce que Facebook juge que les gens ne doivent pas, en tout cas, faire le maître de la vérité sur les propos politiques. Les politiques, quelque part, sont immunisés, sont libres de dire ce qu'ils veulent et les fact-checkers n'ont pas le droit de les fact-checker. Ça, je pense que c'est une anomalie à laquelle il faut pallier. Maintenant, si on en vient à un réseau social comme X, bon, il est vrai que depuis quelques temps maintenant, on a les community notes. Vous devez forcément les voir régulièrement. Ou s'il manque un peu de contexte, les utilisateurs ont la possibilité d'intégrer des community notes. Sauf que la plupart du temps, les community notes, en tout cas moi je vois, c'est souvent des pages Wikipédia ou des sites internet qui ne sont pas assez crédibles. On sait que sur Wikipédia, tout le monde peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc, facilement, les gens peuvent... Moi-même, je peux aller sur Wikipédia, modifier toute une page sur une personnalité comme Emmanuel Macron, dire qu'il est né au Sénégal, à Dakar, il a fréquenté l'école Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est du crowdsourcing. Tout le monde peut y mettre tout ce qu'il veut. Donc, on voit que Wikipédia, ce n'est pas du tout une source qui est fiable. Et pourtant, les gens s'y réfèrent pour intégrer des community notes. Donc, je pense qu'un réseau social comme Facebook peut beaucoup mieux faire. D'autant plus que son propriétaire, Elon Musk, maintenant est coutumier des faits. Il se met régulièrement à partager des fake news et même à financer une fausse page Internet dédiée à la campagne de Kamala Harris. Donc on voit que là se pose un réel problème parce que si le propriétaire de X lui-même se met à régulièrement partager du faux contenu sur les réseaux sociaux, que dire des soi-disant gros comptes certifiés? Je pense qu'il y a beaucoup à faire de la part de X, mais aussi de Facebook. WhatsApp, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts parce qu'il fut un temps où on pouvait partager sur WhatsApp un message avec en même temps 25 utilisateurs. Mais depuis 2018, à la suite d'une tragédie qui s'est passée en Inde, il y avait eu un faux canular qui avait été partagé sur WhatsApp disant qu'il y a un groupe ethnique qui kidnappe les enfants d'un autre groupe ethnique. Et par la suite, il y avait eu des affrontements, ça avait engendré plus de 30 morts. Et à la suite de cet événement-là, WhatsApp avait décidé maintenant de limiter le partage à seulement 5 utilisateurs en même temps. Donc là, si j'ai un message sur WhatsApp, je ne peux pas le partager à plus de 5 utilisateurs en une fois. Ça, je pense que c'était déjà bien de la part de WhatsApp, mais depuis, il n'y avait que ça en fait.
il n'y a pas encore d'autres actions dans ce sens pour encore endiguer le phénomène de la désinformation. Donc, de façon résumée, je pense qu'on a du pain sur la planche, qu'il nous reste encore du chemin à faire. Ça, c'est sûr, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et justement, selon le World Economic Forum, les experts mondiaux ont identifié la mésinformation et la désinformation comme la plus grande menace à la stabilité mondiale pour 2024. Donc, Wow. si les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle de régulateur pour éviter de propager les fake news, ben, ce chiffre-là, il ne va rester que en premier lieu, quoi. Parce que si on propage des fake news, beaucoup de choses peuvent, peuvent nous échapper. Oui, Sagaïdou, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, c'est juste pour rebondir sur la même ligne que Azil. Il y a TikTok qui reste, je crois, l'une des grosses menaces aujourd'hui, c'est aussi TikTok, où très souvent, vous avez des contenus audiovisuels qui sont détournés ou décontextualisés comme ça, qu'on retrouve sur des comptes TikTok et finalement qui se retrouvent relayés dans des groupes WhatsApp ou sur Facebook. Et je me dis, lors des élections, il est fort probable qu'on assiste aussi à des cas pareils, surtout lorsque les politiques font des déclarations publiques, avec tout ce qui va. Et ainsi que avec la nouvelle IA aussi, il est possible d'amplifier encore les fausses informations en période électorale via l'intelligence artificielle qui sera également relayée sur ces plateformes digitales, que ce soit TikTok, Facebook ou encore X, qui est devenu aujourd'hui, vous m'excusez de l'expression, un grand n'importe quoi. On a souvent, depuis son rachat, c'est pratiquement chaque jour, on observe du nouveau et finalement, on ne sait plus où on va avec. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation. Merci beaucoup à notre journaliste fact-checker Azil Momarlo pour cet échange. Vous pouvez suivre Azil sur ses réseaux sociaux. Et pour le coup, pour l'astuce de la semaine, ce serait du coup le prix Bunk. Donc Aziz, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que c'est le prix Bunk, s'il te plaît, pour les auditeurs qui pourraient utiliser cette astuce-là pour éviter les pièges de la désinformation, justement? Oui, de manière simple, le pre-banking est un terme anglophone qui, vraiment en termes simples, peut signifier le fait d'anticiper sur la propagation d'une fausse info à travers la sensibilisation, par exemple. Je donnais l'exemple du contexte ivoirien, par exemple, après avoir échangé avec des professionnels des médias ivoiriens. Je peux donner comme astuce, par exemple, si on devait aller vers des élections l'an prochain en Côte d'Ivoire, ce serait bien de mettre en place des fiches d'infos, des contenus fact-checking, que ce soit des articles, des programmes d'éducation aux médias pour anticiper sur la propagation de fausses infos sur un sujet comme les Woubi, par exemple. C'est un sujet qui alimente énormément de contenu, même ici au Sénégal. D'ici, on reçoit des contenus venant de Côte d'Ivoire sur le sujet. Donc, c'est une thématique qui est même au cœur de l'actualité. Comme je le disais, ça dépend des contextes. Dans le contexte camerounais, ça peut être la crise anglophone. Au Mali, ça peut être la sécurité. Au Sénégal, ça peut être la migration. Donc, c'est toujours bien, avant l'élection, par exemple, d'anticiper sur la propagation des fake news sur une thématique donnée pour que les gens, quand ils verront cette fake news, aient déjà assez de bagages pour savoir que cette info-là, elle était fausse. Je ne sais pas si ça fait sens. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup, Azil. Merci. Alors, ça marque bien la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté ce 6e numéro de Facto. Vous pourrez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr, vous pouvez aussi réécouter sur X. Et on vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker afin de lutter contre les fake news. On se retrouve dans 4 jours, le dimanche 3 novembre à la même heure, pour parler des initiatives de fact-checking en Afrique de l'Ouest. À dimanche! Allez, merci. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest.
Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.